Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Attroupement de personnages vus de dos, à l'exception de quelques-uns, face à la mer et au ciel, face au véritablement lointain. Qu'attendent-ils ? Deux fanions frétillent, s'agitent dans le vent, pointent leur extrémité vers la mer qui pénètre dans un ciel bleu délavé, empreint d'une blancheur nuageuse. L'œil se perd dans toutes ses jambes. Les rails défilent avec le paysage. Des fils électriques, vus de la fenêtre du train, se balancent, se rejoignent et s'écartent l'un de l'autre, après s'être touchés le temps furtif d'un accouplement. Ils ont l'air de traits vivants suspendus dans les airs. Leur gesticulation est parfaitement réglée sur les bruits saccadés du train, sur les rails qu'ils connaissent par cœur. Est-ce au moment où les rails se chevauchent qu'ils s'accouplent et se séparent ? Ils font dans les airs ce que d'autres font ailleurs, dans l'eau noire. Le visiteur est arrivé un matin par le train, comme par l'escalier de service d'un palais de glace à l'abandon. Il n'y a pas grand monde, il a l'hiver de son côté. Il fut un temps où le pont ferroviaire n'existait pas, un autre où il n'était pas doublé par un viaduc routier, et les quartiers résidentiels qui ont succombé avec l'arrivée du train et la création de zones industrielles étaient encore debout. Ceci, nous ne pouvons l'imaginer qu'avec peine. Ce temps est révolu. Il n'y a pas grand monde, c'est l'hiver. Ceux qui attendent, de dos pour la plupart, face à la mer et au ciel vieillissant, sont réunis autour d'une étrange baraque, surmontée d'un dôme qui ne semble pas, au premier regard, lui appartenir. Sans l'ombre qu'il projette sur le toit, d'ailleurs, il eût été difficile de comprendre qu'il reposait dessus. Ceux qui attendent ne sont pas non plus de ce temps. Il se peut que le visiteur attende ou que son attente réponde à la leur. Il est arrivé par le train un matin après y avoir passé la nuit. Est-ce la nuit qui se poursuit ? Non, c'est un questionnement peut-être qui est venu avec la nuit. Il se demande ce que cela signifie. Il pénètre dans un miroir et se demande ce que cela signifie. Puzzling question. La ville a déjà son nom de reine, de maîtresse, de cité, de perle, sans qu'aucun ne lui convienne isolément, ou bien ne lui convienne que pour apparaître dans l'instant d'après insuffisant. Il les lui faut tous ensemble, et davantage encore. Les noms, comme les mots qui s'y réfèrent, sont trompeurs. Leur sens se multiplie comme les images et le temps. Le mot bord n'échappe pas à la règle. Pris au piège du miroir polysémique, il peut notamment définir le bord même d'un bateau ou le fait d'être à bord en son sein isolé. À prendre le train qui s'arrête au bord du temps, on se retrouve, à l'inverse, dans la ville à bord d'un bateau. Autre moyen de locomotion qui emporte à présent le visiteur sur l'eau d'un grand canal. Les mots, ici plus qu'ailleurs, sont trompeurs, et d'autant plus que l'on aurait tendance à confondre le fait d'être au bord, où l'accent est mis sur la limite entre un commencement et une fin, avec celui d'être au bout, où l'accent est mis sur ce qui arrive à terme, comme si, au bord et au bout, était une seule et même chose. On avance masqué. Quelque chose s'est arrêté qui n'était pas seulement le train, quelque chose commence, d'indiscernable, de flottant. Des demeures se réfléchissent dans les miroirs d'un grand canal en forme de S. Une ville se présente, qui aurait pu précéder en imagination celle qui lui apparaît paradoxalement dans sa forme de souvenir qu'il n'a pas. Une ville coexiste avec l'autre dans l'eau. Il n'y a pas grand monde,
et il se trouve dans 2 villes à la fois. Cela vaut bien 2 noms. Le canal, en forme de S, met le pluriel partout. De la même manière qu'un reflet en chasse un autre, la ville continue inlassablement de s'échanger contre son image et son image en elle-même. Et cette mobilité inquiète sur le rythme des apparitions et des disparitions, des formations et des déformations, creuse le temps chaque jour davantage. Une mobilité inquiète, comme question-réponse à la menace d'une mort longtemps programmée. Le train s'est arrêté, il n'était qu'une étape. Le bateau qui l'emporte à présent, pendant que des têtes sculptées sur les façades des grandes demeures l'observent, a pris la relève et bouscule l'élément liquide dans un bruit de moteur. Pendant que les têtes sculptées se présentent comme les uniques spectateurs d'une scène qui se joue pour la première fois. Est-ce la première fois ? Le visiteur est passé sur cette impression sans pouvoir s'y attarder. Les têtes en ont vu d'autres, mais c'est lui qu'elles regardaient pendant que le bateau filait. Quel est ce sentiment qui s'est emparé de lui ? Il le sait décisif. Le pas au-delà est franchi. Il n'y a plus de retour possible que pour ceux qui s'agitent encore sur la pellicule liquide. Les personnages s'accumulent autour de la baraque. L'œil se perd dans toutes ses paires de jambes. L'un d'eux, en hauteur sur un tabouret, reprend le geste du perchiste. Sont-ils les personnages d'un film qui se tourne ? Un film dans le film ? Ils se retrouvent dans des images avec le reste. Est-ce la nuit qui se poursuit ? Ils se retrouvent dans la baraque ? Non, peut-être, pas maintenant, pas encore. Mobile visage. Quel est le tien ? La ville n'a pas de proportion réelle. Toujours différente, il semble impossible de se la représenter. Bien sûr, une certaine danse est partout. Chaque posture a sa raison d'être. Chacun est à sa place, dans son rôle, dans ses habits, dans les paroles qu'il prononce, dans ses gestes, dans l'équilibre et le déséquilibre des jambes et leurs ombres qui forment des vaguelettes sur le sol. Même les arbres bien cachés sur la droite ont leur raison. Que font-ils là parmi eux et dans la mer, on dirait ? Ils s'approchent. La ville ne se laisse voir qu'en proposant à la vue elle-même de rompre l'évidence de ce qui est stable, unique. Des coups de hache découpent l'air envahisseur. Son regard croise la proue d'acier étincelant d'une gondole amarrée, chahutée fortement par la houle qui va et vient, à son gré, sur les marches du quai. Balancement vif du haut vers le bas. Par moments, son regard se concentre sur la surface de l'eau, dont il ne parvient qu'avec peine à se détacher. Qu'est-ce qui frissonne dans l'air et sur l'eau ? 2 fanions, des arbres et des palets à la renverse, sur lesquels un bouchon de liège vient glisser. Vision de fin de soirée d'une ville qui a connu la fête et l'ivresse, de quelqu'un qui voit avec des yeux qui ont trop bu les choses danser d'elles-mêmes. La ville danse sur la mort, meurt et continue. Continue en dansant dans le jour et dans l'obscurité, au rythme des marées, au rythme du flux et du reflux, au rythme des apparitions et des disparitions, au rythme de ces métamorphoses sur l'eau, au rythme obscur du dedans. Mis à part quelques-uns, ils se tiennent tous de dos. Un jeune garçon à la peau blanche laisse voir son visage plus largement que l'homme au monocle et le théâtral polichinelle, avec son œil cerné de rides noires qui ressort étrangement sous le masque. Comme si quelque chose était tombé dans son œil sans bord réel et sans fond, comme si les cernes noires qui l'entourent étaient la marque laissée par la chute de quelque chose qui sombrait au fond de lui-même, au fond de son regard.
moins la marque d'un monocle longtemps porté ou longtemps singé, que les signes ou les rides du temps qui passe, d'une chute lente dont ce seraient les stigmates. Signe d'un nouveau monde. Qu'est-ce qui lui est tombé dans l'œil derrière le masque? Suspendus, dans leur pose, face à face, chacun se tient dans son rôle. Pendant que l'un arbore son monocle, qu'il porte à hauteur des yeux, l'autre, avec son œil passé par-dessus le masque, arbore une longue fourchette à 2 pics, au bout desquelles gît, plantée, la dernière bouchée. Il est descendu à terre où le bateau l'a déposé. Le sol ferme, bien que certains ne ressemblent en rien à ce qu'il connaît. Il n'a pas eu le temps de se déshabituer du bateau, mais ce n'est pas la raison. Et puis, a-t-il eu le temps de s'y habituer pour avoir à s'en défaire? Le clapotis de l'eau est l'unique son. Des pas féminins sur le grès des pavés et quelques paroles échangées dans la langue étrangère se font entendre également. Ces pas le mènent dans de fragiles images où il perçoit les jambes d'une passante quand il retient le rire en cascade qui s'enfuit derrière une porte. Lui aussi a plusieurs paires de jambes. Était-ce ses dents parfaitement alignées ou les perles de son collier rond qui pendaient à son cou? Ces pas le mènent dans de fragiles images auxquelles il se mélange, dans de fragiles images que la ville donne d'elle-même, qui se présente comme ce qu'elle est, ce qu'elle n'est déjà plus, ce qu'elle a été. L'ailleurs est à sa portée sous l'espèce d'image flottante où il n'est pas exactement et où il croit découvrir les traces d'un passé qui, au fur et à mesure qu'il a grandi, a augmenté. Il se souvient de ces masses de couleurs fluides et variées dont la structure échappe et que des voix chuchotées accompagnaient. Elles lui sont familières. Il les reconnaît d'il ne sait où. Quelque chose qui manque à être vu s'impose au regard. Sa tête s'était-elle à ce point déportée vers l'arrière, ou était-ce un effet trompeur de l'eau? Les mots se multiplient et s'échangent, ce qu'il nomme les reflets, qu'il pourrait tout aussi bien qualifier autrement, réverbération, miroitement, que sais-je encore. Ne lui renvoie-t-il pas une fausse image? De quelle manière l'élément mobile ne le trompe pas? Il ne peut plus à présent repérer dans l'image sur l'eau son origine perdue. Il a un petit sursaut avant de le comprendre. Sur la surface de l'eau, surface subjectile qui reçoit l'image, mais qui la renvoie également, un palais finit par perdre sa réalité solide. Que son reflet tende ainsi à s'autonomiser, à se différencier, à prendre ses distances vis-à-vis de lui-même, provient peut-être du fait qu'il est resté trop longtemps à le regarder. À force, on finit par oublier ce phénomène par lequel le reflet est sans cesse renvoyé à l'objet dont il est issu, lui-même inversement renvoyé à la surface de l'eau. Du temps retenu par les eaux refait surface, comme si ce qu'il voyait le regardait depuis le fond inaccessible de l'eau, à la surface de laquelle flottent des images qui ne se contenteraient pas seulement de refléter l'extérieur, mais qui remonteraient du fond obscur de l'eau, comme des souvenirs du fond des temps. La ville est un mirage où se forment des séries d'images errantes qui se défont et s'enchaînent les unes aux autres. Perte de la fixité calme. Autour de la baraque, pauvres et riches, jeunes et moins jeunes, s'accumulent en espérant voir ce qui s'y passe. Quelque chose qui manque à être vu s'impose au regard. L'homme de foire, qui se tient debout sur un tabouret, mime le geste du perchiste resté dans le cadre. Ses pieds, comme ceux d'un enfant, ne touchent pas le sol. Est-ce une scène d'un film? Non, mais dans l'obscurité de la baraque sont projetées des images qu'on ne voit pas. C'est la nuit qui se poursuit.
Ce n'est pas certain, mais il doit y avoir des images dans la baraque que l'enfant peut voir et que d'autres attendent de voir. Il se peut que les visiteurs attendent ou que son attente réponde à la leur. Qui sont ces images dans les reflets et dans la baraque? Des fanions dansent dans les airs comme des reflets dans l'eau. Les dents blanches d'un collier qui se brise en formant des ronds de plus en plus amples se détachent d'un visage de femme que son rire pousse à la renverse. La ville est déjà le film de son reflet, ou le reflet d'un film. Les pieds de l'enfant portés par un plus grand que lui ne touchent plus le sol. L'un et l'autre n'ont pas les pieds sur terre. Des personnages de dos, des images qu'il ne voit pas, la ville ou le reflet d'un film, l'ailleurs est ce lointain face auquel il se tient encore, comme la ville, il nous renseigne sur l'obscurité qui nous entoure. Les deux villes se côtoient indépendamment, s'absentent l'une par rapport à l'autre. C'est que la ville se conjugue à tous les temps, se répète moins pour rappeler à nouveau un fait que pour rappeler la coexistence d'une double vue dans chaque chose regardée, de deux pôles que sont l'ici et l'ailleurs, comme le fond et la surface de l'eau. À moins que ce ne soit l'inverse. À moins que ce ne soit ce qui l'attend. Les deux villes, ou les deux regards possibles que l'on porte sur la ville, se situent dans des temps différents. Cette hypothèse se précise avec l'intervention d'un événement qui se produit, emportant sur son passage le palais réfléchi. Fauchée dans une autre image, la ville n'est plus, se transforme dans sa mobilité et s'absente en rejoignant le fond obscur de l'eau par où elle disparaît. Est-ce l'annonce de ce qui l'attend? De sombrer au fond de l'eau dans cette nuit artificielle? Dans la répétition d'elle-même, la ville ne se laisse regarder qu'à supposer une partie d'elle-même invisible et nous invite de la sorte à fermer les yeux pour chercher au-dedans l'image disparue. L'extérieur sombre à l'intérieur que la main, sans pouvoir l'atteindre, laisse s'échapper. À quoi bon? La fraîcheur au bout des doigts l'en décourage. Le reflet se dilue dans la matière même où il apparaissait et sombre là où on ne voit pas et que la main ne peut atteindre. C'est dans les reflets que la ville laisse voir de quoi elle sera morte. C'est dans les reflets qu'elle a commencé à faire le revenant. Qu'est devenu le palais? A-t-il fondu? Rien dans la ville que l'eau ne vienne faire et défaire et transformer en temps et trésors insolites. Des choses vues pour la première fois, elle fait des choses déjà vues. Des vivants, elle fait des revenants. Des lignes droites, elle fait des courbes. Des dents, elle fait des perles. L'eau, encore, qui longtemps a protégé la cité de ses ennemis, à l'inverse, lui ronge les pieds. La mort œuvre et se déplace, ni trop affirmative pour oublier la vie, ni trop effacée, une vie trop affirmée pour être honnête. Elle n'est pas là où on le croit et où on l'a mise. N'est-ce pas par mauvaise conscience que l'on rénove la ville, dont paradoxalement on accélère le processus de mort à l'œuvre? Tout ce qu'on veut, pourvu qu'on oublie que la ville est humaine. Né de l'eau, tu retourneras à l'eau, serait-on tenté de dire. À tort, sans doute. La ville est prête à lever l'ancre. Plutôt que de sombrer, elle poursuivra son voyage dans l'au-delà des mers. Ça aussi, c'est un mensonge. On avance pas à pas dans la nuit, parmi les ombres. La mobilité n'a pas de repos. Le mouvement est l'unique vérité. La nuit tombe sur la ville et pénètre dans la baraque. Le noir lui-même se met à remuer. Traces contorsionnées et colorées sur l'eau. Que me voulez-vous? La nuit tombe dans le noir où progressivement apparaissent des raies de lumière qui se dandinent en faisant des grimaces.
perception déformée et ambiguë. La ville se tord sous l'effet d'un éclat de rire d'une passante, lui-même éclat d'une image. Elle est un enfant qui pleure comme il rit. Et maintenant que tout se rétablit, que le bateau s'est éloigné et que le silence tombe lentement avec le calme, le palais réapparaît pour mieux disparaître encore peut-être. Dans le chahut imprévu des cloches, imprévu parce que nous n'y sommes pour rien, un ensemble se forme qui étourdit l'espace et accompagne de leur écho celui des miroirs. De quoi s'agit-il ? Ils se le demandent alors qu'ils perçoivent à présent autre chose qui n'est pas de leur fait. Une chevelure, non, des arbres, semble-t-il, qui avancent, comme ceux de la forêt de Macbeth. Et pourquoi des arbres parmi les personnages et dans la mer, on dirait ? Cette vision, il le sait, ne provient pas seulement de l'eau polluée qui n'a pas pour autant perdu son éclat et qui remonte, depuis la lagune, le long de son réseau de canaux, eux aussi diversement nommés, suivant leur profondeur et la force du courant. L'arrivée des algues toxiques, le baby-boom annuel, si on ose dire, c'est pour le printemps, et nous n'y sommes déjà plus, ou pas encore. Voilà encore un monde indéfinissable où l'on marche et flotte sur une forêt à l'envers sans s'en rendre compte, comme sur les cimetières invisibles et abandonnés, dissimulés dans la cité, qui ont pour nom Camposanto. C'est sans doute par là que la ville, dont on prédit les derniers jours, fraye le plus avec la mort, dans ce basculement dans des images d'elle-même qui se font et se défont, et se confondent avec des images du dedans, englouties sous les eaux. Cette fois, ce n'est apparemment pas l'effet d'un miroir. La ville multiplie le temps comme ses paradoxes. Des chevelures aquatiques mues par les courants s'enroulent autour des troncs des arbres qui surgissent parfois dénudés hors de l'eau. Vous les verrez sur la lagune déserte, scander le glissement infini sur l'eau. Si, comme lui, vous remontez le temps et vous éloignez de la ville pour une destination dont vous vous rapprochez lentement, sans savoir si, à l'inverse, ce n'est pas elle qui se rapproche. De même, en s'éloignant, la ville recule, s'en va loin dans le souvenir. Si, comme lui, vous vous rendez à Torcello, un jour d'hiver, l'île anciennement la plus importante, où ne vivent plus guère que des chats, depuis que ses habitants l'ont fui pour fonder la cité reine, maîtresse et perle, abandonnant leur église, où vous pourrez voir, au passage, des vers sortir des yeux vides de la mort, façon de la mettre sur orbite, d'engager le premier mouvement qui se perpétue dans la danse. Lignes et horizons à nouveau, mais sur le chemin du retour cette fois. Cette fois, il s'est promis de se rendre sur la célèbre place qui a encore le ciel comme plafond. Comme il paraît bas aujourd'hui, et comme sa pâleur l'éloigne des perspectives chimériques qu'il a pu observer dans les salons et les églises. La foule d'arbres qui monte dans la lumière blanche s'avance sur la place parmi les pigeons. Ils ont donc toujours été là, et une main toujours pour leur lancer des miettes. Amoncellement, grouillement d'insectes, mille retombent en écho aux miettes qu'ils se bagarrent. Les pigeons grouillent comme les touristes au déplacement programmé. L'œil se perd parmi toutes ces jambes. Quelque chose qui manque à être vu s'impose au regard. L'enfant regarde par l'ouverture ronde des images trompeuses, projetées à l'intérieur de la baraque, pendant que le visiteur se demande qui sont ces images et ces traces contorsionnées et colorées sur l'eau. Curieuse coïncidence qui fait se rapprocher le mot touriste, les foresti, employé ici, de celui pour dire la forêt, foresta, foreste au pluriel. Un commentateur vit d'un pont à un autre pont,
toujours le même, toujours différent, prononce un discours inaudible, en disparaissant sous une masse de parapluies qui forment des taches de couleur dans la grisaille. Il pleut. De plus en plus, il pleut dans l'eau. Bientôt, la place qui est le point le plus bas de la ville sera recouverte d'eau. Les deux villes se rejoindront. Bientôt, il n'y aura plus que quelques courageux ou fous s'essayant à marcher sur l'eau. Comme dans le soir, le reflet se confond avec ce que l'eau recouvre. Libreria Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.